Très souvent, dans le silence d'une chambre ou dans la solitude d'un esprit agité, surgit cette question muette. Pourquoi est-ce que je me sens si décalé, même quand tout semble fonctionner? Il y a des jours où l'on se réveille avec un poids inexpliqué dans la poitrine, comme si chaque geste venait d'un lieu lointain, presque automatique. Le monde extérieur exige clarté, performance, certitude. Mais à l'intérieur, c'est le flou, l'ambigu, l'incertain qui règne. C'est ici, précisément dans cette brume intérieure, que commence notre rencontre. Imaginez-vous allongé sur un divan, pas dans un cabinet froid et impersonnel, mais dans un espace où Woody Allen murmure ses névroses avec ironie, pendant qu'Immanuel Kant, assis en face, ajuste ses lunettes et parle d'autonomie, de devoir, de raison. Deux mondes que tout oppose en apparence, et pourtant, le même vertige existentiel. Les personnages de Woody Allen, toujours en train de douter, de trop penser, de fuir le silence, incarnent une douleur très moderne, celle de ne pas savoir comment vivre en accord avec soi-même. Ils courent après un sens, mais s'égarent dans les labyrinthes de la culpabilité, des désirs contradictoires, des attentes sociales. Il y a, dans leur regard, ce reflet d'une époque qui a oublié comment être en paix avec l'incertitude. Et pourtant, à travers ces errances comiques et tragiques, c'est une question profondément kantienne qui se dessine. Sommes-nous capables de penser et d'agir selon des lois que nous choisissons librement? Ou sommes-nous condamnés à obéir à des impulsions, des peurs, des jugements hérités? Car au fond, ce que Kant propose n'est pas un moralisme sec. C'est une invitation radicale à retrouver notre centre, à devenir autonome non pas en niant nos émotions, mais en les traversant avec lucidité. Être libre, selon Kant, ce n'est pas faire ce que l'on veut, c'est vouloir ce que l'on fait en pleine conscience, par respect pour une dignité plus grande en soi. Et cette dignité, même si elle est souvent voilée par le chaos intérieur, ne disparaît jamais. Mais il y a aussi une autre voie qui nous accompagne, celle de Friedrich Nietzsche. Lui aussi observe cette agitation moderne, ce vide que rien ne comble vraiment. Mais là où les personnages de Woody Allen semblent se résigner à l'absurde, Nietzsche nomme ce phénomène le nihilisme passif. C'est cette posture intérieure où l'on constate la chute des anciens repères sans oser en créer de nouveaux, où l'on survit plutôt que de vivre, où l'on consomme des idées, des méthodes, des solutions, sans jamais s'habiter, vraiment. Et c'est là que Michel de Montaigne entre doucement dans la pièce, avec sa plume intime, ses essais écrits comme des murmures à soi-même. Montaigne ne promet pas le bonheur, il ne promet rien d'ailleurs. Il propose d'observer, de ressentir, de s'étonner de soi sans hâte. Dans un monde qui exige des réponses rapides, il rappelle la vertu de la lenteur, de la modération, du doute fertile. Il nous invite à cultiver un art de vivre où la philosophie ne reste pas dans les livres, mais descend dans les gestes simples du quotidien. Alors peut-être que ce divan imaginaire où se croise l'humour angoissé de Woody Allen, la rigueur morale de Kant, le vertige de Nietzsche et la sagesse humble de Montaigne n'est pas un lieu de thérapie, c'est un miroir. Un miroir où chacun peut entrevoir les mécanismes profonds de son malaise, mais aussi les premières lueurs d'une réconciliation intérieure. Une réconciliation sans recette, sans miracle, juste une présence à soi qui grandit doucement à travers les idées, les émotions, les histoires que nous allons explorer ensemble. La névrose comme reflet d'un manque d'autonomie, il y a dans chaque geste hésitant, dans chaque pensée qui tourne en boucle, une tension invisible, celle entre ce que je ressens et ce que je crois devoir être. Les personnages de Woody Allen en sont l'image parfaite. Ils avancent, reculent, parlent, rient, s'angoissent, mais toujours avec cette fracture intérieure qui empêche la paix. L'un veut aimer librement mais se sent coupable. L'autre cherche la vérité, mais craint la solitude qu'elle implique. Et nous, spectateurs silencieux,
reconnaissons ce même conflit en nous, ce désaccord entre la pulsion immédiate et la voix plus profonde qui murmure des exigences plus hautes. Chez Kant, ce murmure porte un nom, la raison pratique. Elle ne vient pas du monde extérieur, elle vient du dedans. Et elle nous demande quelque chose de radicalement difficile, nous gouverner nous-mêmes. Agir selon l'autonomie morale, ce n'est pas simplement choisir, c'est choisir avec rigueur. C'est se donner ses propres lois, non pour se soumettre à elles, mais pour incarner quelque chose de plus grand que soi. Kant nous dit que l'homme libre est celui qui n'agit pas par peur ni par désir, mais par respect pour ce qu'il reconnaît comme juste, au plus intime de sa conscience. Ce respect pourtant est souvent mis à l'épreuve. Dans une société saturée d'injonctions, où l'image, la performance, le plaisir immédiat prennent toute la place, la voix de la raison devient fragile. Elle vacille, elle doute. Elle s'efface parfois. Et la névrose s'installe comme une fatigue de soi-même. La procrastination, par exemple, n'est pas toujours paresse. Elle est souvent le signe d'un tiraillement moral. Je sais ce que je devrais faire, mais je n'arrive pas à m'y engager, non pas par faiblesse, mais parce que quelque chose en moi refuse d'agir sans conviction. Alors je tergiverse, je me juge, je me divise, et ce cercle douloureux peut durer des années. C'est dans ce cercle que les personnages de Woody Allen s'enferment, souvent avec humour, parfois avec mélancolie, et nous les suivons, non pas pour rire d'eux, mais parce qu'ils révèlent, malgré eux, cette souffrance discrète de ne pas réussir à s'unifier. Pourtant, Kant ne nous abandonne pas à cette lutte. Il nous rappelle que même dans le brouillard le plus épais, il existe une lumière. Cette lumière, c'est la capacité de dire « je choisis ceci », non parce que je le désire, mais parce que je le reconnais comme bon. Et ce simple geste, ce retournement intérieur, peut devenir le point de bascule, le commencement d'une vie plus cohérente, moins agitée, plus digne. Avant de poursuivre, laissez cette idée résonner en vous. Et si le désordre que vous ressentez n'était pas un échec, mais le signe que votre conscience exige autre chose de vous, une intégrité plus profonde, une cohérence plus silencieuse? Dites-moi dans les commentaires, y a-t-il un moment dans votre vie où vous avez senti ce tiraillement entre le confort immédiat et l'appel de votre propre vérité? Partagez votre histoire, non pour être jugé, mais pour qu'ensemble, nous puissions tisser ce fil invisible qui relie nos expériences intérieures. Et si cette exploration vous touche, si vous sentez que ce divan partagé vous aide à mieux vous comprendre, abonnez-vous à cette chaîne. Non comme on suit un contenu de plus, mais comme on rejoint un espace de réflexion, d'écoute et de transformation. Le langage comme prison et libération. Il y a quelque chose d'étrangement familier dans ces moments où l'on parle beaucoup, mais où l'on ne dit rien de vrai, où chaque mot, soigneusement choisi, semble recouvrir au lieu de révéler, où l'on construit des phrases pour se protéger, pour se rassurer, mais rarement pour se rencontrer. Jacques Derrida, dans son geste si singulier, ne cherche pas à compliquer le langage. Il tente au contraire de nous montrer à quel point le langage nous habite, nous structure, nous enferme parfois, mais peut aussi nous ouvrir, car chaque mot que nous utilisons porte une histoire, une intention, un silence. Et parfois, c'est dans les failles du langage que surgit l'essentiel. Quand les personnages de Woody Allen se perdent dans leurs discours, leurs analyses, leurs confessions en spirale, ce n'est pas seulement une question d'intellect. C'est une lutte pour dire ce qui, au fond, n'a pas de mots. La peur d'aimer, la honte d'être, le besoin d'exister autrement. Mais les mots manquent, ou ils trahissent, alors ils parlent encore. Et plus ils parlent, plus le malaise grandit. Derrida dirait que c'est là la structure même du langage, une promesse de sens toujours différée. Une quête qui n'atteint jamais son centre. Et pourtant, il y a dans cette quête une beauté, une possibilité. Car déconstruire le langage, ce n'est pas le détruire.
c'est apprendre à l'écouter autrement, à entendre derrière les mots figés les mouvements de l'âme. Prenons un mot comme « identité ». Il semble solide, définitif. Mais qui suis-je vraiment quand je ne joue plus aucun rôle? Quand je cesse de dire ce que je fais, ce que j'ai, ce que je pense devoir être? Cette question ne se résout pas par une définition. Elle s'explore par le doute, par la poésie, par l'écoute. Et c'est là que le langage retrouve son pouvoir de libération. Non quand il affirme, mais quand il interroge. Non quand il enferme, mais quand il ouvre une brèche. Dans la culture française, on aime la parole. On en fait un art. Mais parfois, cet art devient un masque. On parle pour séduire, pour convaincre, pour exister. Et on oublie de parler pour ressentir, pour s'offrir, pour se transformer. Derrida nous invite à désapprendre un certain langage pour en inventer un autre. Un langage plus fragile, plus vrai, plus poreux à l'inconnu. Alors face à votre propre discours intérieur, face aux phrases que vous vous répétez sans fin, posez-vous doucement cette question. Quelles sont les paroles qui me libèrent? Vraiment? Et celles qui me retiennent, me figent, m'empêchent de changer? Partagez dans les commentaires un mot ou une phrase qui vous habite, que vous répétez souvent, et qui peut-être vous limite sans que vous le sachiez. En nommant ces mots, vous commencerez déjà à les transformer. Et si cette rencontre entre les idées et vos propres sensations résonne, si elle touche une corde sensible en vous, alors laissez cette chaîne devenir un lieu de rendez-vous, un lieu où les mots ne sont pas utilisés pour remplir, mais pour relier. Abonnez-vous si cette forme de dialogue intérieur vous appelle. Ensemble, continuons à explorer ce qui, derrière le langage, attend d'être entendu. La souffrance comme moteur de la volonté, il y a au cœur de chaque douleur un appel discret que l'on apprend rarement à écouter. Une tension sourde, parfois logée dans le ventre, parfois dans la gorge, qui semble nous dire « tu veux autre ». Chose, mais tu ne sais pas encore quoi. Pour Arthur Schopenhauer, cette souffrance n'est pas un accident de l'existence, elle en est le cœur battant. L'homme, selon lui, n'est pas guidé par la raison ni même par le plaisir, mais par une force aveugle, impérieuse, qui le pousse toujours à désirer, à vouloir, à chercher. Et cette force, il l'appelle volonté. Une volonté, souvent inconsciente, indomptée, qui fait de nous les marionnettes de nos propres désirs inassouvis. Les personnages de Woody Allen vivent dans cette tension permanente. Ils désirent aimer mais ne supportent pas la dépendance. Ils veulent être heureux mais sabotent leur propre paix. Ils souffrent mais ne savent plus s'ils souffrent de la vie ou de la façon dont ils résistent à la vie. C'est là que Schopenhauer propose un renversement. Il ne s'agit pas d'éradiquer la souffrance, il s'agit de la comprendre, de l'accueillir comme un miroir, car chaque souffrance porte en elle une vérité sur ce que nous poursuivons sans le savoir. Mais il va plus loin. Il affirme que le véritable apaisement ne vient pas de la satisfaction des désirs, mais de leur dépassement, de la capacité, rare et précieuse, à renoncer volontairement à certaines envies pour toucher à une paix plus profonde. Ce renoncement n'est pas résignation. Il est choix. Choix de se désidentifier de ce qui tourmente. Choix d'ouvrir un espace intérieur où le tumulte se transforme en clarté. Cette voie, Schopenhauer la nomme compassion. Non comme une émotion passagère, mais comme une intelligence du cœur. Une façon de sentir que l'autre souffre comme moi, que la vie est fragile pour tous, et que cette reconnaissance commune peut adoucir le poids de l'existence. Dans une société où la moindre douleur semble devoir être effacée, anesthésiée ou rationalisée, cette approche paraît presque subversive. Et pourtant, elle parle à quelque chose de très ancien en nous. Une mémoire du silence, un instinct de profondeur. Quand on cesse de fuir la souffrance, quand on la regarde en face sans violence, quelque chose se détend. Une présence apparaît, une lucidité tendre. Et dans cette lucidité, la volonté cesse d'être tyrannie. Elle devient mouvement, mouvement vers une vie choisie, non subie. Alors peut-être pourriez-vous vous demander, quelle est la douleur que je fuis encore? Et si, à travers elle, se cachait une direction oubliée, un sens plus vaste, une vérité qui attend patiemment d'être entendue?
Partagez dans les commentaires, si vous le souhaitez, un moment où la douleur vous a transformé. Non pour la glorifier, mais pour reconnaître en vous cette capacité étrange et belle de transmuter la nuit en lumière. Et si ce chemin de pensée, d'émotion, de transformation silencieuse vous parle, alors sentez-vous invité à rejoindre cette communauté. Ici, nous avançons sans promesse facile, mais avec une attention sincère à ce qui demande à naître en chacun. Abonnez-vous si vous sentez que cet espace peut devenir le vôtre. Continuons ensemble à déplier les couches invisibles de l'expérience humaine. La quête d'authenticité dans la vie quotidienne. Il y a des matins où l'on se regarde dans le miroir et l'image qui nous revient semble floue. Pas parce que nos traits ont changé, mais parce qu'on ne sait plus très bien qui les habite. On enfile des rôles, on répond à des attentes, on accomplit des gestes appris, mais quelque chose au fond résiste, comme un murmure à peine audible. Et si je n'étais pas tout à fait moi? Michel de Montaigne, dans ses essais, ne prétend pas répondre à cette question. Il l'habite, il l'explore à travers les détours de l'écriture, les accidents de la vie, les mouvements de l'âme. Il ne cherche pas à être parfait, il cherche à être vrai. Et dans cette quête désarmante de sincérité, il ouvre un chemin pour nous. Montaigne écrit pour se connaître, non dans l'illusion d'un moi fixe, mais dans la reconnaissance que l'on change, que l'on vacille, que l'on se découvre toujours un peu autre. Il note ses peurs, ses contradictions, ses envies de fuite. Et à travers cette exposition délicate, presque pudique, il invente une forme de sagesse sans dogme. Une sagesse qui ne donne pas de leçons, mais qui invite à ralentir, à observer, à s'étonner. Être authentique, selon lui, ce n'est pas suivre un idéal abstrait, c'est se réconcilier avec l'inconfort d'être multiple. C'est accepter de ne pas toujours comprendre, mais de rester présent à ce qui se vit. Dans notre époque saturée de modèles, de normes, d'images à projeter, cette posture semble radicale. Et pourtant, elle est plus urgente que jamais. Car l'authenticité n'est pas un luxe. C'est une nécessité intérieure, une façon de retrouver un axe, un souffle, un espace de cohérence. Cela peut commencer par un geste infime, écrire chaque soir une phrase sincère. Non pour performer une introspection, mais pour écouter ce qui palpite en dessous des apparences. Cela peut prendre la forme d'une décision discrète. Dire non à ce qui éloigne, dire oui à ce qui rassemble, même si cela dérange. Et cette sincérité quotidienne, cette attention fidèle à ce que l'on ressent vraiment, devient peu à peu une boussole, une manière d'habiter le monde sans se trahir. Montaigne ne nous donne pas de méthode. Il nous donne une permission, celle de ne pas tout savoir, de ne pas toujours réussir, mais de rester fidèle à l'essentiel, l'écoute de soi dans le mouvement de la vie. Alors peut-être qu'à votre tour, vous sentez ce désir de vous retrouver dans la simplicité, des gestes vécus avec conscience, de créer un petit rituel à vous, une manière unique de vous reconnecter chaque jour à ce que vous êtes sans masque. Si une pratique vous a déjà aidé à mieux vous entendre, à mieux vous sentir, partagez-la dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons créer une constellation d'actes intimes qui, mis bout à bout, dessinent un chemin d'authenticité. Et si cette résonance entre pensée et vie vous nourrit, si vous sentez que quelque chose en vous commence à s'ouvrir, alors sentez-vous chez vous ici. Abonnez-vous pour continuer ce voyage, non comme on suit un programme, mais comme on entre dans un lieu où la parole circule, où la vérité de chacun a sa place, un lieu où l'on avance à pas humains, mais profondément réel. La déconstruction des identités figées. Il existe dans le regard des autres une attente silencieuse, que nous restions compréhensibles, reconnaissables, stables, que l'on soit ce genre de personne et qu'on le reste. Mais à l'intérieur, c'est souvent tout l'inverse. Des élans contradictoires, des désirs changeants, des couches de soi qui ne coïncident plus. Jacques Derrida, en parlant de déconstruction, ne cherche pas à tout effacer. Il tend une oreille fine aux fissures de ce que l'on croit être,
Il dit que ce que nous appelons identité n'est jamais une essence. C'est une construction, une trace mouvante, un tissage de récits, de silences, de reflets. Dans les films de Woody Allen, on retrouve cette sensation vertigineuse. Les personnages veulent se définir, mais n'y arrivent pas. Ils s'épuisent à essayer de devenir quelqu'un, à stabiliser une image d'eux-mêmes qui ne cesse de se fissurer. Et c'est précisément dans ces fissures que quelque chose de vivant se glisse. Car déconstruire, ce n'est pas perdre, c'est permettre. Permettre l'émergence d'un soi plus souple, plus sincère, plus capable d'habiter la complexité du monde. Derrida nous invite à lâcher les catégories, les étiquettes trop serrées, les identités rigides comme des armures. Il ne s'agit pas de nier nos appartenances, nos histoires, nos choix. Il s'agit de les regarder avec assez de distance pour ne pas s'y enfermer, de reconnaître qu'il y a toujours du jeu, toujours de l'inattendu, que ce que je suis aujourd'hui ne m'oblige pas à le rester demain, et que c'est dans cette possibilité de transformation que réside une forme de liberté douce mais réelle. Dans notre culture, cette idée n'est pas toujours facile à accueillir. On valorise la cohérence, la stabilité, le caractère, mais cette cohérence peut devenir une prison. On se fige dans une image. Je suis timide, je suis rationnel, je suis instable. Et l'on oublie que chaque instant, chaque rencontre, chaque silence peut redessiner les contours de ce que l'on croyait établi. La déconstruction n'est pas un acte violent, c'est un souffle, un espace d'exploration où l'on apprend à se rencontrer à nouveau sans déjà savoir ce que l'on va découvrir. Alors, si vous vous êtes déjà senti enfermé dans une version de vous-même qui ne vous ressemblait plus, si vous avez senti l'envie de vous réinventer sans savoir par où commencer, vous n'êtes pas seul. Partagez dans les commentaires ce que vous avez un jour laissé tomber. Un rôle, une étiquette, une certitude, et ce que cela vous a permis de retrouver. Il y a dans chaque mue une sagesse silencieuse qui mérite d'être partagée. Et si ce que vous ressentez ici fait écho à votre propre chemin, si ces mots touchent une part en vous qui cherche l'espace, la fluidité, alors abonnez-vous. Non comme un geste technique, mais comme une manière de dire « Je suis prêt à écouter autrement, à me rencontrer autrement, avec bienveillance et courage. » Ensemble, laissons les identités se respirer. Non pour s'effacer, mais pour mieux se déployer. La responsabilité dans le choix des valeurs existe un moment dans la vie, discret mais bouleversant, où l'on comprend que personne ne viendra nous dire qui être. Ce moment, souvent silencieux, peut surgir après un échec, une rupture, une perte ou simplement un matin banal, où l'on se rend compte que l'on ne croit plus à ce que l'on fait. Jean-Paul Sartre appelle cela la prise de conscience de la liberté absolue. Ce n'est pas une liberté confortable. Ce n'est pas celle des choix multiples dans un supermarché d'identité. C'est une liberté qui dérange, qui secoue, qui oblige. Car être libre, pour Sartre, signifie une chose radicale. Nous sommes responsables de ce que nous faisons, mais aussi de ce que nous devenons. Les personnages de Woody Allen reflètent cette angoisse existentielle. Ils savent, au fond, qu'ils choisissent. Même dans leurs hésitations, dans leurs fuites, dans leurs demi-mesures, il y a choix. Mais cette conscience, ils n'en veulent pas toujours. Elle fait mal, elle confronte. Et c'est justement cette douleur-là, la douleur de devoir inventer sa vie, que Sartre explore. Il ne cherche pas à consoler. Il tente un miroir. Et dans ce miroir, nous voyons que chaque geste, chaque parole, chaque silence même, est un acte qui engage. Il n'y a pas d'excuse ontologique, pas de destin tracé, seulement une présence lucide à ce que nous faisons du monde et de nous-mêmes. Mais cette vision n'est pas une condamnation. Elle est au contraire un appel à ne plus subir, à ne plus accuser les circonstances, les autres, le passé, à se lever intérieurement et à dire « Voici ce qui compte pour moi ». Le choix des valeurs, chez Sartre, n'est pas
C'est un exercice intellectuel. C'est un acte de chair, un acte d'existence, une manière de créer du sens là où il n'y en avait pas, non pas pour combler un vide, mais pour y inscrire une trace, une fidélité, une cohérence. Dans une époque où tant de valeurs semblent interchangeables, où tout peut être déconstruit, relativisé, oublié, cette exigence paraît rude, mais elle est en réalité profondément libératrice, car elle redonne du poids à nos choix. Elle redonne de la densité à nos gestes. Elle nous rappelle que la vie n'est pas un scénario à lire, mais une œuvre à écrire, chaque jour, avec sincérité. Alors posez-vous cette question. Quelles sont les valeurs qui, aujourd'hui, me guident vraiment? Non celles que j'affiche, celles que je vis. Et si certaines ne me ressemblent plus, ai-je le courage d'en chercher de nouvelles? Ai-je l'audace de les incarner, même si elles déplaisent, même si elles dérangent? Dans les commentaires, partagez, si vous le souhaitez, une valeur que vous avez choisie récemment, une valeur qui vous a aidé à traverser une décision difficile ou à vous rapprocher de vous-même. Et si ce chemin de responsabilité résonne en vous, si vous sentez que ces réflexions nourrissent quelque chose de vivant en vous, alors abonnez-vous. Non comme un simple clic, mais comme une façon de dire « Je choisis de marcher avec d'autres, dans la clarté et la complexité, vers une existence plus vraie. » Ensemble, continuons à honorer cette liberté exigeante qui parfois nous effraie, mais qui, toujours, nous rend pleinement vivants. Intégrer la philosophie à la vie pour traverser la crise existentielle. Il arrive un moment, dans certaines traversées intérieures, où toutes les idées lues, entendues, méditées, doivent descendre dans le corps, non pas pour être récitées, mais pour être vécues. Ce moment ne ressemble pas à une révélation spectaculaire. Il s'approche plutôt d'un silence, d'une sensation intime de réajustement, de quelque chose qui, sans bruit, retrouve sa place. Après avoir écouté Kant parler d'autonomie, Derrida déconstruire nos évidences, Schopenhauer regarder la douleur sans détour, Montaigne écrire pour s'éclairer, et Sartre assumer l'angoisse de la liberté, on comprend que la philosophie, si elle reste une abstraction, nous échappe. Mais si elle devient respiration, geste, parole juste, elle nous transforme. Car la crise existentielle n'est pas seulement une épreuve. Elle est un seuil. Elle marque ce moment précis où les réponses toutes faites ne fonctionnent plus, où les repères habituels se brouillent, où l'on ne peut plus tricher avec soi-même. Ce que ces penseurs nous offrent, ce ne sont pas des solutions miraculeuses, ni des recettes de bien-être. Ce sont des lanternes, des éclairages pour marcher à travers l'obscur. Et dans cette marche, chacun trouve un pas différent. Kant nous apprend à nous recentrer, à écouter cette voix intérieure qui ne vient ni du désir ni de la peur, mais d'une exigence éthique. Derrida nous rappelle que rien n'est figé, que même nos certitudes les plus ancrées peuvent s'ouvrir à autre chose. Schopenhauer nous invite à ne pas fuir la douleur, mais à la traverser avec conscience. Montaigne nous tend la main pour écrire notre propre vie avec sincérité. Et Sartre, enfin, nous rappelle que tout commence par un choix, même minuscule, même tremblant. Intégrer tout cela, ce n'est pas faire un effort, c'est revenir à une simplicité, une lucidité, un rythme. Cela peut prendre la forme d'un rituel du matin, d'un mot que l'on répète comme un ancrage, d'un silence que l'on respecte au cœur du tumulte. Cela peut naître dans la cuisine, dans la rue, dans une conversation inattendue. La philosophie, vécue, n'a pas besoin de scène, elle a besoin de présence. Et vous, dans quel espace de votre quotidien sentez-vous que cette présence pourrait s'inviter? Quel petit geste aujourd'hui pourrait devenir votre manière d'habiter ce que vous venez d'entendre? Partagez-le avec nous, non pour convaincre, mais pour inspirer, pour tisser entre nos solitudes un réseau de résonance. Si cette série de réflexions vous a touché, si vous sentez que quelque chose en vous a bougé, même doucement,
alors abonnez-vous à cette chaîne, non comme un geste d'habitude, mais comme un acte d'appartenance. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez ressenti, ce que vous avez compris de vous-même, ou même ce que vous questionnez encore. Partagez votre histoire. Car ici, chaque voix compte, chaque chemin est précieux, et ensemble, en nous écoutant vraiment, nous pouvons faire de la philosophie non une idée lointaine, mais un art de vivre incarné.